Bonjour et bienvenue. Elles sont partout, dans les pubs, les documentaires, les standards téléphoniques, les trains et même les jeux vidéo. Et pourtant, personne ne connaît leur visage. On les appelle voix off, pas comédiens, pas acteurs, juste voix off. Et pourtant, la ligne est ténue entre les deux disciplines, si tant est qu'elles soient différentes. En tout cas, dans le reste du monde, elles n'existent pas. La France reste, une fois encore, une exception culturelle. Mais revenons à nos moutons. C'est un métier de l'ombre, entre art et artisanat, entre solitude et performance. Quel est leur quotidien? Quelles sont leurs difficultés? Comment voient-ils leur rapport avec les comédiens ou même l'arrivée de l'IA? Aujourd'hui, on part à la rencontre de celles et ceux qui parlent sans qu'on les voie. C'est une enquête sur un métier à part, un métier en tension. Bienvenue sur Frame & Game Investigation, on démarre! Voix off ou comédien? Artiste ou prestataire? La frontière est floue et souvent méprisée. Pour beaucoup de comédiens traditionnels, le travail de voix off est une sous-catégorie. Ils lisent un texte, ils ne jouent pas. Mais en vrai, est-ce si simple? Vous allez comprendre la difficulté pour les voix off de se situer dans le panel artistique français, le manque de reconnaissance, mais aussi les qualités et défauts de ce métier. On est parti à leur rencontre, allons-y tout de suite. Alors, je me suis longtemps définie comme une voix off, mais parce que j'ai un parcours qui est atypique et du coup, j'avais pas intégré le fait que j'étais une comédienne, alors qu'en réalité, je suis une comédienne puisque je joue la comédie même quand je fais des spots publicitaires. Je me définis comme un comédien. Parce que je crois que j'ai un biais qui me donne l'impression que si je dis voix off, on ne pourra pas percevoir que le jeu, c'est quelque chose qui est quand même majeur dans ma vie. Et incarner un personnage, c'est quand même quelque chose qui, non seulement m'amuse beaucoup, mais c'est une compétence que je veux mettre en avant et que je veux qu'on soit certain que je sais faire. Et alors que voix off, peut-être que je définis ça plutôt comme quelque chose de corporate, avec une ligne de compétences très définie. Je dirais aujourd'hui peut-être 50-50 en fait, parce que pour moi, même si certains comédiens ne le pensent pas, je pense qu'on peut être que voix off, ou même on peut faire un peu de doublage sans forcément être sur scène ou au théâtre parce qu'on a tout simplement cette fibre ou cette envie de le faire. Et on peut aussi très bien être un très bon comédien sur scène et aussi être une très bonne voix off, etc. Mais je pense que les deux peuvent se dissocier. J'en suis quand même convaincue. Moi, je dirais que il y a certaines qualités de voix off qui sont les mêmes que celles d'un comédien, c'est-à-dire c'est l'interprétation. Enfin, moi, je vis le métier comme ça, c'est-à-dire que à chaque fois que j'enregistre un spot pub, parce que c'est ce que je fais en majorité pour l'instant, je vais m'imaginer en train de parler à un pote ou donner un conseil à une bonne amie et donc vraiment de tout mettre dans l'interprétation pour que ce soit le plus sincère possible. Assiduité, rigueur, un degré de persévérance parce qu'il y a tout le côté entreprise et entrepreneurial. Soin du détail. Il y a un paquet de trucs qu'il faut. C'est plus organisé en fait. On a quand même ce petit côté artistique quand même qui est là, mais on est auto-entrepreneur, donc on dirige quand même notre entreprise. Je crois que je suis au service d'un processus quand je suis voix off. Quand je fais de la voix off, je suis au service d'un processus client qui doit être défini par le client ou par les directeurs marché. Je vais être un peu dans la proposition parce que j'ai la particularité d'un anglais en France. Du coup, je vais soutenir un peu plus. Là où si je bossais qu'en français, et quand je bosse en français, on me dit non, Ryan, je veux ça. En anglais, j'aide un peu, mais en français, non, je veux ça. Là où je crois que dans un comédien, dans le métier de comédien, l'interprétation, il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est un respect de l'interprétation du comédien ou si c'est un besoin, mais on est là, voici le rôle, fais ton truc. Alors qu'en voix off, globalement, c'est non, plus comme ci, plus comme ça. Et je me sens plus outil au service d'un processus, alors qu'en comédien, je me sens en prise de contrôle du processus et expression vis-à-vis de qui je suis.
Je pense que le grand public ne sait pas qu'on existe. Je pense que le grand public s'imagine que tous les comédiens voix sont des comédiens qui travaillent en studio, même pour la pub locale. Parce que, moi, j'en ai eu l'exemple très concret quand j'ai lancé ma chaîne Twitch, où j'ai montré mon métier de comédienne home studio, et où tous les gens arrivaient en me disant « Ah, c'est toi qui fais ça! Ah, tu fais ça depuis chez toi, c'est fou !» Le nombre de personnes qui m'ont dit ça, et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on était totalement invisibilisés. Dans ce métier aussi, on a rarement une communication en présentiel. Moi, mes clients, par exemple, je les connais pas du tout physiquement, et moi, ça me perturbe parce que j'aime beaucoup le côté humain. Et comme je fais beaucoup de spots radio, pub, et c'est vrai que des fois, quand j'envoie le projet, je me dis mince, je le connais pas. Quand je dis voix off, il faut que j'explique. Et je pars toujours avec un... Je dis, tu sais, quand il y a une entreprise qui veut dire « ça fait 50 ans qu'on est très doué à faire ce qu'on fait depuis 1955, l'entreprise machin familiale, truc bidule », je suis obligé de donner des exemples parce qu'ils ne le voient pas dans leur esprit. Et souvent, je vais demander ce qu'ils font et je vais leur donner un exemple par rapport à ce qu'ils font dans la vie. Et quand on me dit « oui, mais moi, rien à voir, je bosse dans le médical », je dis « tu vois la dernière formation que tu as fait pour utiliser tel appareil, la voix off qui a fait l'e-learning que tu as fait, c'est une voix off. Et tu as forcément été exposé à ça. » Et j'ai l'impression que c'est un truc très invisible. C'est vrai que le tout premier projet que j'ai fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, nos noms n'apparaissent pas forcément sur le générique. Sur Maman, je dis bon, c'est pas grave, mais après c'était sur beaucoup d'autres projets et je me dis c'est dommage quand même parce que c'est pas pour être fier ou autre chose, mais c'est juste pour avoir, comme tu dis, une reconnaissance quand même et se dire ouais voilà, au moins mon nom il apparaît et je suis quand même, c'est important le visuel aussi. Humainement, je m'en fous. Professionnellement, c'est vrai que ça pourrait être chouette parce que on n'a pas, il n'y a pas d'outil pour l'instant. Il y en a certainement un qui va arriver dans pas très longtemps, mais de détection des voix. Une sorte de petit Shazam, tu vois, genre hop, on met la petite pub à la radio, comme ça, qu'est-ce qu'on en pense et qui a fait cette pub? Parce que du coup, c'est très difficile de se faire connaître parce que on est des milliers à faire ce métier en France, vraiment. Et donc, ça pourrait être sympa que le fait d'être crédité puisse t'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Je demande les crédits quand c'est possible et nécessaire, juste au service de mon avenir pour les références projets. Je suis pas très attaché à ça de base. Parce que j'aime bien le fait qu'un projet soit un phénomène collectif et limite si personne n'était crédité, je serais à l'aise. Après, comme il y a des gens qui sont crédités dans certains contextes, je suis là, oui bon, j'étais là aussi. Mais si personne n'était crédité nulle part, ce serait peut-être plus équilibré à mes yeux parce que ce serait la reconnaissance qu'un projet, c'est un travail de groupe. Toujours. Donc quelque part, les voix off, les projets pub, quand ils ne sont pas crédités, plus nobles, plus admirables quelque part. Il y a l'humilité de... On a tous fait ça. À la différence des comédiens qui ont un statut clair d'intermittence avec des règles et un système qui les protège, les voix off, elles, ne sont pas salariées et encore moins protégées. Ni intermittents, ni syndiqués, ce sont des entrepreneurs qui gèrent tout, administration, prospection, matériel, facturation et livraison, et souvent tout ça dans la même journée. En France, c'est plutôt une jungle. Pas de statut clair, pas de protection, une fiscalité écrasante pour les petites structures. Et dans ce contexte, il est parfois difficile de se lancer seul, et ça peut faire peur et les sacrifices sont énormes. Alors au départ, j'ai commencé, je crois comme tout le monde, je me rappelle là, dans la formation que j'avais fait en ligne, on disait, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils avaient commencé dans un placard ou alors avec des méthodes acoustiques un petit peu artisanales, on va dire, à mettre des matelas, tout ce qu'on peut pour avoir une acoustique à peu près correcte. Donc j'ai commencé avec un micro studio, un ordinateur et un logiciel. Full in. Déjà, le temps, j'ai arrêté ma vie sociale parce que je voulais vraiment faire ça. Je me suis réveillé un jour de plein d'autres métiers qui me rendaient triste, où je finissais juste par être triste avec moi-même. Et un jour, je me suis pris en main, j'ai changé, j'ai tout quitté
pour démarrer ce truc? Avant de me lancer 100% en voix off, je travaillais chez Skyrock. Et j'avais un très bon ami qui était technicien son chez Skyrock. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux me lancer dans la voix off. Qu'est-ce que j'achète? Parce que j'ai pas envie d'avoir un son dégueulasse. Parce que sinon je vais pas bosser en fait, c'est la base. Ok, faut savoir jouer la comédie, ok, faut avoir une voix qui est pas trop dégueu, et encore ça, voilà. Mais il faut une bonne qualité. Et du coup, il m'a fait acheter ce micro qui est toujours d'actualité, qui me sert maintenant pour autre chose, qui est le Rode NT1A, et une carte son qui m'avait fait acheter d'occasion sur Le Bon Coin. Pour survivre financièrement, dans un premier temps, on est dans un pays incroyable qui permet de faire confiance aux gens qui quittent un travail avec du chômage pour qu'ils se redressent et qu'ils trouvent soit une autre fonction, soit un autre boulot, soit qu'ils créent quelque chose. Et je t'avoue que dans mon processus, j'ai une énorme reconnaissance pour ça. Parce que je crois que j'aurais pas eu le courage de le faire s'il n'y avait pas ce système. Et justement, tu te positionnes plus comme entrepreneur ou artiste? Entrepreneur. Parce que c'est la majorité du boulot. Donc, la majorité du temps, je suis entrepreneur, en train de chercher, en train de développer, en train de créer des liens de confiance. Et 20% du temps, je suis en expression artistique. Faut avoir une âme d'entrepreneur, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit waouh, j'arriverai jamais à me lever le matin pour aller bosser ou aller faire ma compta, faire les relances des factures impayées, etc. Il y a des hauts débats, hein, faut le savoir, parce que quand on est je pense que n'importe quel auto-entrepreneur confirmera ce que je vais dire, c'est que oui, il y a des périodes où du coup, forcément, il y a la retombée de toutes les démarches, de toute la démarche administrative. Et du coup, forcément, il y a des contacts qui ressortent. Donc là, on est super content. Alors, je dis souvent un truc, que les comédiens, leur profession, c'est chercher du travail. C'est pareil chez la voix off. Je passe, on va dire, allez, si je dois faire un moite-moite, la moitié de mes journées à enregistrer et l'autre moitié à faire de l'administratif, à remplir mes devis, à démarcher des nouveaux clients. Alors, les factures en fin de mois, ouais, bien sûr, ça prend du temps, l'administration, etc. Enfin, cette partie-là, ok. Mais après, la démarche, c'est tous les jours, j'envoie des mails et tous les jours, je vais aller chercher des recherches sur Internet. En fait, le temps de préparation entrepreneuriale, je soupçonne qu'il est relativement équivalent si tu comptes dans le temps de travail d'un comédien son temps de recherche. Ouais. Et c'est juste qu'il n'y a pas le côté admin, il n'y a pas le côté truc bidule, il n'y a pas tout ça. C'est très assisté, mais la voix off, t'es tout seul. Et le volume est quand même supérieur. Au début, je pensais pas. Parce que quand je m'étais dit, voilà, je vais être voix off, ça va être trop bien, je vais faire plein de projets, non, ça vient pas tout seul. Donc du coup, au fil du temps, j'ai pris conscience en fait que c'était aussi important que d'être d'abord artiste. Parce que l'auto-entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule. Mais ça fait 4 ans maintenant que je fais plus que ça. Je donne plus de cours d'anglais. Et quand je donne un cours ou un stage ou une formation, c'est sur le sujet, c'est prescrit et c'est encapsulé dans un contrat très spécifique. Après, je me suis vite rendu compte que c'était trop instable en fait. C'est un projet, par exemple, je vais avoir 2-3 projets pendant 1 mois et après, plus rien. Mais ouais, je vis à 100% de ce métier. Même dès le départ, j'ai eu la chance de travailler très vite, 100% uniquement avec la voix, parce que justement, je suis partie avec un petit portefeuille de clients de chez Skyrock. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Moi, depuis 1 an, j'ai repris un petit peu du coup le spectacle vivant parce que ça me manquait un peu. Étant donné que le chant, je m'étais arrêtée pendant que mes enfants étaient petits. Mais là, j'ai voulu vraiment reprendre. Et du coup, maintenant, je passe intermittente du spectacle. Donc, je veux garder ce côté auto-entreprise à côté quand même. Parce que la voix off, malheureusement, pour se faire rémunérer en cachet, c'est très compliqué. Parce qu'on peut avoir des factures de 25 € à 500, voire même plus. Mais un cachet à 25 €, ils ne le feront pas. Puis de toute façon, tout le monde n'est pas habilité à faire une déclaration salariée. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Mais c'est juste le format qui est différent et on est payé différemment parce que voilà, le doublage se paye en cachet et la voix off se paye sur facture. Mais pour moi, c'est la même chose. Avant 2020, en France, il était impensable de travailler en home studio. Puis, le Covid est arrivé et tout a changé.
Pendant les confinements, les studios ferment. Les clients se tournent vers celles et ceux qui peuvent enregistrer de chez eux. En l'espace de quelques mois, ce fameux home studio devient mieux accepté malgré les réticences de certains syndicats et organisations. Mais le home studio, il faut bien le construire ou l'acheter, et les investissements de départ, selon les objectifs que l'on a, peuvent varier du simple au quintuple, comme pour toute entreprise en somme. Les voix off investissent aussi plusieurs milliers d'euros dans des micros, des cartes son ou encore le traitement acoustique de leurs pièces. Mais est-ce suffisant? Travaille-t-on seulement en home studio quand on est voix off? Je ne travaille pas comme studio. Je travaille uniquement en home studio, ouais. Alors, je travaille du coup pas uniquement en home studio. Après, c'est par rapport aux demandes, surtout. Parce que moi, personnellement, pour avoir essayé les deux, d'être en studio et en home studio, comme je l'ai dit, j'aime bien le contact avec les gens. Et être en studio, j'adore. Je ne fais pas, depuis toujours, je n'ai jamais fait de doublage depuis chez moi, ni de voice-over, parce que déjà, pour moi, c'est ne pas respecter les différents maillons de ce milieu. Les ingé sons, les directeurs artistiques, et tout ce qui fait vivre ce milieu-là. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi moi, je ferais du doublage depuis ma cabine, où du coup, je fais le boulot de comédien, le boulot de directeur artistique, le boulot d'ingé son, les réécoutes derrière, pour être payé juste pour mon boulot de comédien, en plus de ça. Donc, à un moment, faut respecter le milieu et faut aussi se respecter. Il y a toute la post-production derrière, et du coup, c'est moi qui l'a fait. Alors, des fois, on envoie le produit brut. Bon, la plupart du temps, mais parfois on demande qu'il y ait un traitement de voix derrière. Non, j'ai acheté une cabine Keoda, marque Keoda, qui fonctionne très bien. J'ai acheté des bouquins qui fonctionnent très bien. YouTube, c'est une source infinie de savoir. Je recommanderais, si je montais en gamme aujourd'hui et que je voulais quelque chose pour pouvoir recevoir beaucoup de monde, je contacterais un acousticien pour essayer de bien faire le travail, mais en vrai, pour la majorité des contrats, t'es bien avec les moyens qui existent, c'est un budget. J'ai la chance d'avoir un papa bricoleur et qui m'a dessiné une cabine, parce que alors, les prix des cabines insonorisées, c'est juste pas possible en fait. Parce que bon, la cabine Keoda que j'ai, elle vaut 14 000 euros, il existe des cabines à 2 000, il existe les micros, bon, un bon micro, T'en as qui démarrent à 400, tu peux monter jusqu'à 2 000 euros pour le micro aussi. Mon ami avec qui je travaillais chez Skyrock, à chaque fois que j'ai dû investir dans du nouveau matériel, je lui demandais son avis. Parce que lui, il a, c'est son boulot. Moi, j'estime que c'est pas mon métier en fait. Mon métier, c'est de jouer la comédie, c'est pas de savoir insonoriser une pièce. Moi, le principal souci, c'était de m'isoler en fait. Donc je pense que c'était hyper important. Parce qu'au départ, j'avais mon micro, j'avais mon ordinateur, j'étais dans un bureau, dans une pièce. Mais la vie à la maison était là. Donc les enfants qui font leur vie. Et du coup, il a fallu quand même que je me dise... Le bruit aussi, il n'y a pas que les gens, il y a aussi le bruit de l'ordinateur, la soufflerie, etc. Tout ça, on entend. Tous les bruits de fond comme ça qu'il fallait que j'essaye de faire disparaître. Et finalement, quand tu envoies tes pistes son clean, voici le son dans mon studio, et que tu reçois des compliments de part des ingé sons un peu partout, qui te disent « Ah, mais c'est très bien ce que tu as, Ryan !» Et tu te dis « Bon, est-ce que c'est nécessaire de surgonfler le truc? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui vont se prendre de passion pour ça et qui vont aussi investir du temps pour travailler leur acoustique. Moi, j'ai pas ce temps-là à investir et c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Je fais confiance aux personnes dont c'est le métier. Et donc, quand j'ai dû passer de mon petit Rode avec ma petite carte son M-Audio à quelque chose de plus conséquent, j'ai envoyé un message à mon ami Sam, et là, il m'a dit, tu prends tel micro, telle carte son, cabine acoustique, je te conseille ça, le mic, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, voilà, et hop, du coup, j'ai investi et c'était parfait. On m'avait dit, avec 500 euros, tu peux, avec 500 euros, tu fais pas grand-chose. Alors si, vraiment, quand tu démarres, comme je te dis, dans ton petit coin de chambre, avec tes matelas autour, avec ton petit micro. Par contre, ça, le micro, c'est vraiment très important. Je pense que c'est le plus important d'avoir un micro de qualité.
Du coup, ouais, maintenant, je dirais, moi, personnellement, je peux le dire, à mon budget, ça a été 2000-2005. Avec l'investissement de la cabine, etc. Ouais, pour avoir vraiment le confort et me sentir en mode professionnel. Une étude menée par la société de conseil en ressources humaines Mercer a révélé que 41% des travailleurs à distance se sentent isolés, tandis que 55% éprouvent des difficultés à séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. C'est le fameux blurring ou effacement des frontières qui était jusqu'alors bien connu des freelances, mais beaucoup moins des salariés. Avec le développement du home studio et donc du travail en remote, il paraît de plus en plus difficile de nouer des liens avec des collègues de profession. On est de plus en plus connectés, mais de plus en plus éloignés. Et nombreuses sont les voix qui vivent de longs moments de solitude. Une perte de liens sociaux qui pourrait impacter le bien-être, la santé et peut-être même leur productivité. C'est un petit peu le côté négatif du métier, c'est que on est tout seul face à son ordinateur, on n'a pas le client en face, on doit se débrouiller, on a le projet, on le fait. La communication est parfois difficile dans le sens où on n'a pas forcément la réponse de suite, donc du coup, on doit attendre le retour. Après, on recommence, on refait, on recorrige. Donc, ce côté isolement, c'est pas ce que je préfère. Comme j'ai la chance d'avoir des sollicitations extérieures quand même, et que je vais les chercher les contrats, j'y vais. J'aime beaucoup rencontrer les humains, les clients et même les studios qui me sollicitent. Tu vois, j'ai beau exprimer ce que je dis et dire que c'est pas forcément toujours nécessaire. Je crois qu'il faut fonctionner avec les deux systèmes. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien parce que je vis plutôt bien la solitude. Maintenant, je vois que les échanges avec d'autres êtres humains me manquent au quotidien. Donc, je peux te faire une voix off où j'ai un peu de temps, où le client me permet d'avoir un délai. Je me retrouve seul dans mon monde et j'apprécie beaucoup ça. D'être tranquille avec un délai correct et de pouvoir faire un bon travail. On fait 1 ou 2 allers-retours si la session n'est pas live. Mais à la fois, c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en travaillant tout seul aussi. On apprend à s'auto-évaluer aussi, on apprend à travailler en autonomie, à avoir une autre écoute, parce que du coup, moi, je suis hyper exigeante avec moi, je le sais, des fois, c'est pas forcément un bien. C'est hyper agréable, on s'est encore retrouvés la semaine dernière avec des collègues comédiens pour parler du métier, etc. Et c'est chouette parce qu'on se fait des retours d'expérience, on se partage des tips, etc. Alors que quand on est chez nous en train de bosser, on a la tête dans le guidon et on n'est pas sans cesse avec quelqu'un avec qui avoir un échange, alors que c'est très enrichissant. Donc j'aime bien ce côté solo, mais je crois que j'aime bien ce côté solo parce que aussi des fois, quand il y a des projets qui nécessitent un investissement d'interprétation surtout poussé, je ne veux pas réflechir à ma règle, je ne veux pas réfléchir à ma gestion post-prod, je veux juste être en interprétation libre et pure. Et j'aime bien faire ça. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette pratique du remote recording était déjà bien installée. Avec une culture du freelance plus forte, un libéralisme plus développé, un travail à distance plus accepté et des clients habitués aux voix à l'étranger. En France, ce bouleversement crée aussi une fracture entre ceux qui ont investi et les autres, entre Paris et la province, car beaucoup de studios ont dû fermer leurs portes en province. Chez les anglo-saxons, les deux sont très muables et mixtes. Même s'il y a des choix assumés, je ne perçois pas de différence de valeur déjà. Je ne perçois pas de supériorité hiérarchique comédien voix off ou quoi que ce soit. Très souvent, les comédiens peuvent être voix off, faire la démarche. Et il y a des voix off qui choisissent de ne pas être comédiens, de ne pas faire ce type de travail-là, parce que c'est juste pas eux. Et là c'est un peu comme si... Moi, je vais parler de spectre, en quelque sorte. C'est un peu comme si les anglo-saxons avaient cette capacité de percevoir ces métiers comme un spectre, et tu te positionnes plus ou moins le long de la ligne, alors que chez les francophones et en France, t'es l'un ou l'autre, et quand t'es les deux, est-ce que tu peux vraiment être les deux? Il y a ce sous-jacent, je sais pas si tu peux vraiment être les deux. Alors que le spectre est plus nuancé que ça, je crois. En France, on est une exception. On est une exception sur le métier de comédien avec ce statut d'intermittence qui n'est pas valable que pour le métier de comédien, hein, pour les ingé-sons, pour tous les gens qui travaillent dans les milieux artistiques, audiovisuels, théâtre, etc. Mais du coup, c'est ce statut qui fait que je pense qu'il y a une scission aussi parce que peut-être ils ont peur de perdre ce statut d'intermittence qui
qui pour certains est confortable, qui pour d'autres est vital. Et alors qu'il faut savoir que dans les autres pays, tout le monde, tous les comédiens sont en entreprise. Il n'y a pas de... Enfin voilà, il y a pas cette distinction et donc t'es comédien, point barre. Chez les anglo-saxons, non, tout le monde est un peu préparé à... Bon, déjà, c'est plus léger. Les métiers sont moins aidés. Enfin, comment dire? Il y a aussi, bon, parce qu'il y a le côté très lourd du côté syndiqué, du côté associatif, qui peut aussi parfois paraître figé. Mais en fait, à l'étranger, chez les anglo-saxons, comme il y a moins d'aide, c'est beaucoup plus libéral. La notion d'être aidé et d'avoir des métiers qui ont des noyaux solides, elle n'est pas très solide de toute façon. Donc, tu es obligé d'avoir un esprit un peu vif, un peu entrepreneurial, un peu... Parce que tu ne vivras que grâce à toi-même, un petit peu. Alors que bon, en France, il y a quand même ce côté... Il y a des notions collectives, et j'aime bien le signaler, il y a des métiers qui survivent que parce qu'il y a des entités qui les maintiennent. Sinon, ils péricliteraient, ou alors tout le monde devrait développer une compétence entrepreneuriale. Aux US et au Royaume-Uni, les pratiques et les mentalités sont différentes. Les clients payent souvent plus cher pour une meilleure qualité, il y a une culture de l'agent, du booking, des grilles tarifaires plus respectées, mais également un meilleur respect du travail indépendant. Des syndicats et des associations comme Equity en Angleterre ou SAG-AFTRA aux US veillent au grain et aux intérêts des artistes, car, je le répète encore une fois, comédiens et voix off sont une seule et même entité là-bas. Là où en France, la distinction est faite en dévalorisant et en laissant à l'abandon les voix off. Des associations comme Les Voix, qui défendent les droits des comédiens dits traditionnels, ont tendance à taper systématiquement sur les voix off. Pourtant, en 2020, en plein confinement, après avoir dans un premier temps condamné les comédiens tentés par les sirènes du home studio, ils ont fini par ouvrir un peu les vannes, voyant les artistes en grande difficulté financière. D'ailleurs aujourd'hui, sur leur site, il n'est plus écrit comédien, mais comédien voix off, preuve de leur avancée sur le sujet. Mais en contrepartie, si on lit entre les lignes, le home studio est encore un petit peu dénigré, comme le prouve cet annuaire où il distribue les bons points des studios, évidemment 100% parisiens, chez qui il faut aller pour faire de la bonne voix off. Mais comment est vu ce changement d'angle par nos invités ? Bah déjà, je dirais, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc peut-être que de se faire un nouvel avis sur la question, c'est qu'ils sont peut-être pas si bornés que ça. Mais je taquine, hein, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est de la méconnaissance. J'adorerais que l'association Les Voix m'appelle en mode « Tiens Ryan, on sait que t'es pas un intermittent, on aimerait bien quand même t'avoir à bord. » J'aimerais bien ça. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien qu'ils appellent les différentes personnes qui sont des éminences là-dessus. Cyril à la Bouvette aussi, super ref, hein, une voix incroyable qui est en scène radio, il a fait plein de trucs. C'est un gars d'une compétence inouïe, mais il n'est pas appelé par l'association Les Voix pour être inclus dans des dialogues et des discussions. Après, les dialogues vont être durs, hein, parce que les réalités métiers sont très différentes. Mais comme c'est dur, personne ne le fait. Mais ça va forcément être dur. Parce qu'en fait, tu es face à des gens qui se sont construits pendant 30 ans et qui ont une recette qui tourne, avec des personnes qui se sont construites en collectivité et qui, j'ai l'impression, quand même galèrent aujourd'hui, globalement. Bah, c'est sûr que ça nous a fait tous un peu rigoler, rire jaune, voire même pour certains qui se battent pour ce métier depuis bien plus longtemps que moi et qui se sont dit, punaise, ça fait 20 ans qu'ils nous tapent dessus et qui nous empêchent parce qu'il y a eu ce genre de choses. En France, la période du Covid a libéré les esprits quelque temps. Et ça a quand même permis de bosser davantage. J'ai vraiment senti j'ai démarré pendant cette période-là et je crois que ça a été un facteur très intéressant de multiplication de mes contrats très rapidement. C'est une fracture qu'on passe souvent sous silence, qui n'est pas connue du grand public, mais pourtant elle existe. Sur le papier, voix off et comédiens devraient être alliés, mais en réalité, les tensions sont bien réelles. Les comédiens ne considèrent pas toujours les voix off comme des artistes. On leur reproche de ne pas venir du théâtre, de ne pas savoir jouer, d'être des techniciens plutôt que des interprètes. Au final, une fracture s'installe entre deux mondes sans dialogue. Et cette tension se double d'un autre clivage. Paris contre la province. Les comédiens parisiens ont accès au casting, aux studios, aux agents, aux réseaux.
Les voix off de région, elles, doivent souvent tout faire depuis leur domicile. Et comme il n'y a pas de barème concernant les travaux de voix off ni de règles, tout le monde finit par se faire concurrence. Parfois, il faut avoir un peu de chance et venir du bon endroit pour être accepté. Je bénéficie de l'aura de l'étranger. Ouais. C'est fou qu'on puisse pas accepter que ça vienne de là. Ben, je pense que si j'étais 100% français, je serais juste le mec pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il fait, il fait pas comme tout le monde. C'est pas simple ici de se démarquer. On est beaucoup montré du doigt pour ses erreurs. Je crois qu'il y a un fond de culture qui est lié à une volonté éducative d'être parfait dans l'enfance et dans la scolarité. Il faut être bon. C'est les bons résultats qui sont récompensés. Les erreurs ne sont pas valorisées. Et donc, il n'y a pas cette culture de l'erreur. Mais elle est inversée. On ne veut pas faire d'erreur, donc on ne fait rien. En voix off, je ne sais pas s'il y a beaucoup de comédiens qui en font. Peut-être. J'ai jamais échangé trop là-dessus. Par contre, les comédiens. Moi, je me sens toujours plus petite par rapport aux vrais comédiens qui ont de l'expérience de longue date. Quand, par exemple, sur une séance de doublage, il y en a un à côté de moi qui est comédien depuis des années et moi qui débute encore un petit peu. Je sens le déséquilibre, mais c'est peut-être que moi qui me le crée. Moi, je me sens pas en concurrence, mais encore une fois, parce que mon marché est hyper spécifique et la plupart des grands comédiens ne font pas de publicité locale. Je crois que la voix off, ils le font que quand ils sont appelés pour le faire. Donc, comme ils n'ont pas ce volet, je dirais, entrepreneurial, business, j'ai pas l'impression d'être... on n'en parle même pas, en fait. Je sais très bien ce qu'ils pensent des gens qui débutent, etc. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de concurrence? Je sais pas, mais oui, il y a forcément toujours cet esprit de concurrence parce que c'est un métier qui le veut un peu aussi. Même si on veut être sympa avec les autres, on a toujours ah mais toi t'as fait ça, ah ouais d'accord, ok. Les gens sont pas ouvertement critiques quand ils voient que tu roules. Et comme je bénéficie de la niche anglo-saxonne, je sens dans des conversations que, en fait, quand un mec bosse plus que toi, tu peux pas. Tu te dis merde, peut-être qu'il a raison en fait. Et je sens vraiment ça dans les conversations de. Putain, il bosse beaucoup, peut-être que je vais pas lui jeter la pierre parce que son système fonctionne. Feu Patrick Poivet faisait de la pub, alors pas locale, il faisait plutôt des choses régionales, mais il travaillait de temps en temps dans des studios avec qui je travaille. J'ai été souvent en duo avec lui sur des publicités régionales, justement. Mais ce genre de profil, c'est très rare. Mais d'ailleurs, tu sais quoi? C'est peut-être une des raisons pour laquelle je dis comédien. C'est parce que dire voix off, c'est sous-estimé, c'est un peu dévalorisé. C'est un truc, c'est ceux qui ne sont pas comédiens. Donc tu vois, tu révèles un truc sur moi-même aussi là. C'est que je suis tombé dans le jeu de vouloir dire comédien parce que ça fait sous-métier un petit peu, c'est perçu comme ça collectivement, j'ai l'impression. Alors après, il y a plein de choses aussi dans la voix off qui rentrent en compte et peut-être que le comédien a forcément, c'est l'élocution. Il y a aussi, il y a quand même tout un travail de voix. Si c'est comédien voix, c'est pas pour rien. Et comédien tout seul, ok, mais comédien voix off, il y a toute une technique en fait sur la voix qu'il faut connaître. Donc on peut être comédien tout seul, mais même quand on est comédien, il faut aussi aller s'intéresser à ce qu'est la voix off aussi. C'est indissociable d'être bon comédien, de savoir interpréter un texte, mais même sur de l'institutionnel en fait. Parce que institutionnel, on se dit vite que c'est une voix un peu journalistique que tout le monde peut faire parce que tu as déjà entendu et tu peux imiter, non. Est-ce qu'ils sont intermittents, ils ont une routine. Ceux qui fonctionnent bien, en fait, ils sont appelés tout le temps, donc ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qui existe à côté. Ceux qui sont en galère, par contre, on réfléchit au home studio, on réfléchit à la voix off. Ceux qui ont été un peu plus en péril en termes de carrière, là, les sujets s'ouvrent un tout petit peu. Oui, je dirais qu'il y a un peu une guerre de territoire, mais qui tend à se dissiper. Je pense, notamment comme on le disait tout à l'heure depuis le Covid et le fait que les gens se soient équipés et qu'ils aient peut-être un autre regard sur les comédiens voix off home studio.
Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une formation en doublage à Paris et tout le monde n'avait pas le même discours. Je soupçonne pas que... C'est comme d'autres métiers. Dans la traduction, je fais un petit parallèle métier. Les traducteurs et traductrices à l'école sont formés sur leur métier principal. Mais globalement, tout le monde galère sur le côté entrepreneurial et autonomie. C'est pas un métier simple. Et il y a ceux qui se développent et qui trouvent des clés et qui y arrivent. Mais j'ai vraiment vécu des parallèles et des dialogues quasiment identiques entre les métiers de traducteurs qui doivent être entrepreneurs aussi et qui galèrent à l'être parce que c'est quand même des créatifs, c'est des personnes qui... C'est académique, c'est créatif, c'est presque artistique une traduction. Et oh, le côté entreprise, oh là là, les comédiens un peu la même. Et tu retrouves la même sémantique, la même notion de galère vis-à-vis de gérer, administratif, comptabilité, oulala. C'est peut-être le sujet le plus explosif. Aujourd'hui, on peut acheter une voix off pour 20 € sur Fiverr. Sur certaines plateformes, des voix du monde entier se battent pour des projets à perte. Comment un professionnel français peut-il survivre dans ce contexte? Sans barème, sans syndicat, sans cadre. Chacun doit se débrouiller. Et pendant ce temps, c'est les clients qui dictent les règles. C'est le bordel. Des règles, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, il faut trouver le juste milieu. Les prix, pour moi, ils étaient clairs, nets et précis. Parce que quand je me suis lancée, je n'ai fait que de la pub locale. Et c'est toujours la même chose depuis 14 ans. On va dire 90% de ma clientèle, c'est de la pub locale. En fait, au départ, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde n'a pas le même tarif? C'est pas juste, en fait, parce que du coup, c'est compliqué de fixer son tarif. Alors pourquoi tout le monde n'est pas... Et après, je me suis dit oui, mais tout le monde n'a pas la même expérience. Ceux qui contrôlent la voix en France, et tout ce qui est syndiqué, syndicat, etc., ne dialoguent pas avec le milieu entrepreneurial. Le milieu entrepreneurial doit faire ce que l'entreprise fait, sa vie, et avec les moyens du bord. C'est peut-être un objectif pour les auto-entrepreneurs, c'est d'essayer de trouver des moyens de se réunir et de se solidariser surtout pour les problèmes juridiques. Il y a eu des comédiens qui ont essayé de se regrouper en syndicat pour qu'on ait une puissance, une force de frappe, qu'on se réunisse justement pour les tarifs, pour défendre nos droits quand ils sont pas respectés, parce que des fois, ça m'est encore arrivé cette année, où tu vends ta voix pour une diffusion X et en fait, tu te retrouves à la télé ou sur les plateformes de streaming et là, tu es tout seul chez toi face à ton client qui te dit « Ah oui, mais je suis pas au courant ». Ouais, mais alors, bats-toi pour moi, parce que moi, je peux pas appeler le client direct, parce que c'est toi qui... Bref, et donc, il y a certaines personnes qui ont empêché la formation d'un syndicat voix off home studio. Et donc, au Covid, tout le monde s'équipe ou quasiment et commence à bosser de chez eux. On s'est dit, bon, ok... moi, en tout cas, moi, personnellement, j'espérais que ça allait les faire changer d'avis et changer leur vision du métier et peut-être aussi se rendre compte parfois que c'est pas si facile d'avoir un son de qualité de chez soi et que ça demande de l'investissement. Parce que le nombre de comédiens de doublage que j'ai croisé et qui m'ont dit « Ah ouais, j'ai dû faire un retake, mais j'étais en déplacement, alors je l'ai fait sous ma couette avec mon iPhone. » Et comme il n'y a pas d'organisation, pas de dialogue et pas d'ouverture à l'idée qu'en fait, il y a des personnes qui gagnent bien mieux leur vie, parfois avec des tarifs supérieurs à ce que font les syndiqués ou les personnes impliquées dans le milieu classique, comme il n'y a pas de dialogue entre les deux, il n'y a pas d'organisation. Donc en France, je m'accroche. En plus de ça, j'ai des tarifs anglo-saxons à gérer. Parce que moi, quand j'ai un souci juridique, une question juridique, je vais regarder sur Internet, mais des fois c'est flou. Des fois, je suis un peu perdue. Je ne sais pas quels sont réellement les droits. C'est vrai que c'est un peu flou en fait ce métier. Il n'y a pas vraiment de, voilà, c'est pas comme qu'on a un contrat, on signe, voilà, on sait que. Du coup, est-ce que tu te sens protégée? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est du coup, on est vraiment libre. Enfin, on est dans la nature, quoi. Et ouais, même quand on envoie, comme là, j'ai envoyé un test voix cette semaine, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Voilà. Il y a parfois des élans dans les voix off, parce qu'il y a quand même
Il y a un côté très anarchique, mais il y a aussi des âmes qui ont émergé et qui fédèrent un petit peu. C'est toujours en ligne, c'est toujours de loin. Il y a des super personnes qui balancent des petits sons de cloche qui permettent à tout le monde d'avoir une référence sur vers quoi il faut tendre. Heureusement que ces gens existent. Je pense à Estelle Hubert, je pense à Pierre Mauboucher, je pense à même il y en a un autre qui donne un son de cloche aussi, Aurélien Dancel. Et chacun est très différent. C'est des gens très différents, c'est des caractères humains très différents, des fonctionnements radicalement différents. Et c'est ce qui est intéressant dans la voix off, c'est de voir le nombre de recettes qui fonctionnent. Et chacun a des métiers différents au final. Et il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. Mais ces gens-là mettent des sons de cloche. Et avec ces sons de cloche, tu peux voir vers quoi il faut tendre, vers quoi il faut se positionner et à partir de combien il faut dire non. Et il faudrait, et moi c'est ce qui m'a permis aussi de commencer à dire non à des contrats, il faut oser dire non. Parce que c'est épatant le nombre de oui qui arrivent quand on a posé la crédibilité de dire non. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Il y a quelques années, j'avais l'ambition de faire ça. Je me suis très vite rendu compte que c'était un métier à part entière et que j'allais devoir consacrer tout mon temps à monter cette structure, à aller défendre nos droits, à aller tu vois, j'en sais rien, négocier avec des ministères ou enfin, tu vois, discuter de choses vraiment concrètes et donc, du coup, mettre de côté mon métier de comédienne. Et ça, non. Le truc, c'est comme aujourd'hui, le marché français de la voix off est laissé toute seule, c'est anarchique. Et les tarifs chutent et se régulent d'une façon totalement chaotique parce que les grands ne veulent pas inclure les moyens et les petits dans le dialogue, ou très difficilement. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu d'opportunité. Il y a des éminences en voix off en France qui font ça depuis 30 ans, 40 ans, qui ne sont jamais contactés par les associations principales qui gravitent autour de Paris, alors qu'en compétences métiers, elles prévalent la majorité des gens qui sont impliqués dans l'association aujourd'hui. Il faudrait qu'ils dialoguent. Il faudrait qu'ils les appellent, qu'ils disent « ton expertise, on en a besoin » parce qu'il faut qu'on aide tous les petits à se positionner, parce qu'ils sont paumés. Et comme ils sont paumés, ils font des choses à des tarifs qui font que le marché chute. Selon moi, on n'est pas encore passé de l'autre côté, c'est-à-dire on est tous logés à la même enseigne et tout le monde est accepté et il n'y a pas de guéguerre entre les voix off et les comédiens en studio. Mais en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose que j'alimente. J'essaye justement de prêcher la bonne parole pour faire en sorte que les gens se rendent compte de quel est notre travail et qu'en final, on fait le même métier, c'est juste que nous, on fait des factures et que toi, tu prends des cachets d'intermittence, mais on fait le même métier. Derrière les micros, les voix off mènent une vie souvent en équilibre instable. Beaucoup évoquent la difficulté de concilier leur métier avec une vie de famille. Les horaires décalés, l'instabilité financière, les périodes creuses, comme les périodes de rush, rendent la gestion des enfants, des rendez-vous médicaux ou simplement du quotidien particulièrement complexe. À cela s'ajoute l'incompréhension. Les proches, les amis, parfois même les conjoints, peinent à saisir la réalité de ce métier. Comment expliquer à son entourage qu'on peut passer 10 heures seul, chez soi, à enregistrer, à réenregistrer, voire même éditer, pour une publicité qui passera 15 secondes en radio? Et quand les revenus ne suivent pas toujours, ou qu'un client paie en retard, la pression grimpe. Des disputes de couple ou familiales ne sont pas rares, et plusieurs témoignent de soutiens familiaux mis à rude épreuve. Certaines voix off racontent aussi les impacts sur leur santé, stress chronique, fatigue vocale, douleurs physiques dues aux longues sessions en studio, et parfois, ce mal un tout petit peu plus diffus, le syndrome de l'imposteur. Cette petite voix intérieure qui nous murmure qu'on n'est pas un vrai ou une vraie comédienne, qu'on n'est pas assez pro, trop amateur, malgré des années de travail. Malgré tout ça, beaucoup tiennent bon, parce qu'il y a la passion, une liberté et parfois une voix qu'on ne veut juste pas faire taire. Je suis aussi une maman de 3 enfants, donc voilà, il faut tout allier. C'était un petit peu en fait la motivation aussi, c'était de trouver une activité en fait pour essayer de gérer mes enfants et de faire quelque chose que j'aime. Et en fait, suite à une reconversion avec Pôle emploi, comme quoi des fois, enfin France Travail, pardon. Mes enfants, c'est un peu dur mais maintenant ça va mieux. Ça va mieux.
Quand je leur disais, par exemple, maman, elle doit aller enregistrer, désolée, donc vous restez calme, etc. Parce que bon, j'ai quand même une cabine insonorisée, mais bon, 3 enfants qui hurlent, faut pas. Hein. Voilà. Donc ça, des fois, oh maman, tu vas enregistrer, on va devoir. Bah oui, mais voilà. Donc il y a cette compréhension qui est un peu difficile. Et après, personnellement, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, et voilà, si c'est pas passé, c'est cassé, et voilà. Ma famille proche, mes parents, etc., comprennent sans comprendre. Ils savent que je fais de la publicité. Voilà, ils savent que je travaille avec la voix. Mais par exemple, là, le fait d'être un peu plus dans le doublage et ils sont pas dans mon quotidien, ils me voient pas travailler, ils me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, donc ils savent un peu ce que je fais, mais je m'étale pas en repas de famille à faire écouter mes démos ou des choses comme ça. Et par plein de fois, ça m'a surpris que mes parents me disent « Ah oui, mais t'es comédienne en fait !» Moi, j'ai des amis qui me disent « Ouais, ça serait sympa qu'on parte de telle période à telle période. » Je dis « Oulala, de telle période à telle période, moi, je peux pas. Ici, j'ai ça. Par contre, j'ai que 2 jours ici, mais si tu veux, ces 2 jours, je peux me les consacrer. » Donc voilà, c'est pas des semaines complètes des fois, mais voilà. Alors, des fois, je peux m'en imposer aussi, mais comme on est toujours en recherche de travail, ouais, moi, je préfère privilégier quand même... Non, je pense que mes amis non plus, ils sont pas dans mon quotidien, ils se rendent pas compte, à part mes amis très proches ou mon conjoint qui me voit travailler au quotidien et qui sait l'investissement que ça demande. Bon, moi, je suis un peu une bourreau de travail, c'est un peu maladif, mais je peux pas rester sans rien faire. Avant mon activité, je parle, c'est vrai que je m'occupais de tout, des enfants, de l'entretien de la maison, de gérer tous les rendez-vous, etc. Donc là, je dois faire la même chose, mais avec mon travail. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ça, du coup, ouais, des fois, ah, mais t'as pas eu le temps de faire ça ? Non, pas aujourd'hui, désolé, j'ai pas eu le temps. Un grand déverrouillage pour moi, ça a été d'avoir l'aide de ma partenaire de vie. Parce que aujourd'hui, je divise ma vie en 2 choses. C'est tout ce que je fais de façon pro et ma famille. Donc j'ai 2 enfants, une fille qui a 4 ans, mon fils il a 4 mois. Là, et ma femme, ma partenaire, qui joue un rôle clé dans le maintien de ce cap. Et je crois qu'il y a eu une phase où j'essayais de tout faire solo, et ça commençait même à nuire à notre vie perso, parce que je galérais tout seul. Je pense que ça a été aussi une des causes d'incompréhension, forcément. Donc c'est obligé que ça ait un impact. Il faut que la personne soit hyper ouverte sur ça. Et je comprends en fait, parce que j'essaye toujours de me mettre à la place des autres, mais il n'y a pas le choix. Cette entreprise, il faut la faire tourner et il faut que j'y consacre du temps. Donc, il faut qu'il y ait la balance. S'il n'y a pas la balance, c'est compliqué. Alors, j'ai jamais fait de burn-out. Par contre, ça fait pas si longtemps que j'arrive à me détendre sur mon métier, à me dire, ok, c'est bon, ça fait 14 ans que tu fais ça, tu vas pas mettre la clé sous la porte demain, ils vont pas t'oublier du jour au lendemain et tu as des bases assez solides pour continuer de faire ce métier. Je crois que si je fais un burn-out, c'est un burn-out administratif, c'est un burn-out URSSAF, c'est un burn-out juridique. Je crois que mes burn-out seraient tous liés à toute la part d'activité que j'aimerais bien sous-traiter. Il y a des périodes où il y a très très peu de projets. Moi, je pense à la période estivale aussi, un peu août, où d'un seul coup la France s'arrête, il n'y a plus rien, ce qui est normal, tout le monde est en vacances. Mais et après, on sent que septembre, c'est dur à repartir. Donc du coup, là, il faut redonner un petit coup de fouet. Et puis des fois, on est fatigué et on se dit mince, j'ai envoyé 200 mails là dans la semaine, j'ai pas de retour, j'ai rien. Et on attend, et c'est long. Je soupçonne que dans la part de burn-out, même si on peut considérer le projet comme un ensemble, il y a quand même à l'intérieur de ça des zones dont on se passerait volontiers. Et je soupçonne que c'est ces facteurs-là qui font que c'est difficile. J'ai évidemment eu ce syndrome de l'imposteur, et peut-être que je l'ai toujours parfois, mais j'arrive à l'identifier. En me mettant un coup de pied aux fesses en disant non, tu sais que tu peux le faire et tu sais que tu en es capable, donc chasse cette pensée de ton esprit.
La menace la plus récente, mais peut-être aussi la plus redoutée. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de cloner une voix en quelques minutes. Certaines entreprises achètent des voix pour les exploiter à vie, pendant que d'autres entraînent leur IA sur des samples sans prévenir les artistes concernés. Là, on va passer sur le dernier point, l'IA. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas été approchée pour entraîner des IA. Je vois les contrats passer, je dis non cordialement parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est mon outil de travail. Toutes les voix que j'ai envoyées depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un studio à qui on a demandé de l'argent et que toutes les publicités que j'ai enregistrées depuis la nuit des temps, elles ont été envoyées pour entraîner une IA. C'est pas d'une grande qualité pour l'instant, hein, ce qu'ils font, c'est même catastrophique. Mais j'ai déjà vu aussi des témoignages de gens qui se sont fait arnaquer et qui se sont fait, voilà, voler un peu leur voix et sans même tarification. Alors j'ai vu aussi, mais ça fait longtemps que j'ai pas re-regardé, qu'on pouvait vendre sa voix pour la... Mais je crois que j'y arriverai pas. Ça, malheureusement, on n'a pas la maîtrise du tout là-dessus. Même s'il y a des lois qui, normalement, empêchent ce genre de choses, voilà, on n'est pas à la place de ces gens-là. Il y a des gens avec qui je discute qui me font peur parce que dans leur discours, ils vont me dire « Ah, mais ça va prendre la place de tout. » Et à la fois, en lisant d'autres articles, on se rend compte qu'on n'en est pas encore là et que pas de panique. Moi, je reste assez optimiste sur le fait que, au bout d'un moment, ça va peut-être faire une grosse montée, une grosse croissance, mais il y a un moment donné où les gens vont se rendre compte que l'humanité, il faut vraiment qu'elle reste là. Je le crains pas. Si je le vois, je vais tomber dur sur ce sujet. Je tombe déjà dur sur des usages de voix, parce que parfois, au-delà des IA, il y a d'autres phénomènes qui arrivent parfois. On te négocie un montant de droit et puis en fait, tu retrouves ta voix chez machin ou machine. T'es là, j'appelle, et Coco, on n'a pas dit ça. Et ensuite, c'est bien tomber sur ces personnes avec des lettres très rapidement. Je crois qu'il faut tout de suite être dur. Tu tombes dessus avec une lettre, un petit document. Si tu vois qu'il n'y a pas de réponse, courrier recommandé, ça fait un peu peur. Et tu exposes qu'en plus de ça, c'est les clients finaux qui te doivent les droits. C'est même pas l'intermédiaire. C'est pas une menace, c'est parce que c'est une belle évolution quand même. On peut pas nier. Il n'y a pas que dans la voix, hein, il y a dans les images, dans plein de choses. L'IA est là. D'ailleurs, elle est présente depuis déjà longtemps. Hein, on a notre GPS qui nous le confirme. Mais après, donc c'est quand même utile, hein, le GPS, même si du coup on se paume. Quand même, hein, moi je vais arriver à me paumer avec le GPS, donc c'est que je suis pas encore très... Mais voilà, il y a ce progrès qui est là maintenant et je pense qu'il va falloir l'utiliser à bon escient parce que c'est comme tout, c'est qui est derrière tout ça. Qui va utiliser tout ça? Il y aura forcément les escrocs, ceux qui vont essayer de nous arnaquer, et ceux qui vont l'utiliser pour faire des bonnes choses. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une conférence sur l'intelligence artificielle où j'étais là en tant qu'intervenante justement pour donner mon ressenti, etc. Et où, au sortir de la conférence, il y a un des intervenants qui était lui plutôt côté technique, qui m'a dit « Mais vous êtes bêtes, les comédiens, d'être contre. » Alors déjà, on n'est pas contre, premièrement. Voilà, parce que j'estime que être contre une avancée technologique qui est aussi phénoménale, ce serait être complètement stupide. On veut juste que ce soit légiféré et encadré, point barre. Tu vois, parce que dans plein de domaines de la voix, l'IA peut être très utile et faire gagner du temps à des gens pour faire des voix maquettes, tout ce genre de choses. Et en gros, ce monsieur m'a conseillé, en gros, de me rapprocher d'entreprises d'IA pour, en gros, entraîner des IA avec ma voix. Et ensuite, j'appuie sur un bouton et au lieu de faire mon boulot, j'appuie sur un bouton. Parce que j'aurai une IA qui sera performante à le faire à ma place. Mais si tu proposes ça, c'est que tu n'as rien compris au métier de comédien, en fait. En réalité, ça va juste se produire si on laisse ça faire. Ça ne se produira pas s'il y a une résilience collective sur le sujet. Donc si tout est difficile, le système ne va pas arrêter, il ne va pas abandonner, il va s'ajuster à une réalité. Parce que nous, on nous dit tous qu'on doit s'ajuster à une réalité marché. Ah, l'IA arrive. Non mais l'IA, on ne sait pas ce que c'est. Ça a une forme aujourd'hui qui a l'air d'un mastodonte, mais en réalité, si tout le monde dit non, cette forme va devoir se transformer et s'ajuster. Ah oui, ok, on peut pas. Bon, mais discutons, comment est-ce qu'on peut? Et ils vont vouloir. Et je crois je vois un avenir où ça dialogue, où ça bosse ensemble.
c'est ni une opportunité ni une menace. Parce que j'ai du mal à me dire que le métier de comédien voix va totalement disparaître, notamment dans le milieu du doublage, parce que j'ai beaucoup de mal à me dire qu'une IA va être capable d'aller dans le détail comme on peut aller dans le détail dans le doublage de films ou de séries. Facebook s'est pris une énorme amende aux États-Unis en 2022 parce qu'ils ont exploité les données des Américains entre 2008 et 2012 de façon totalement scélérate, c'est totalement illégal. Donc Facebook est en train de traverser... Enfin, le problème c'est que Facebook s'est gavé entre-temps, donc l'amende elle est gérable. Mais je crois que c'était 800 millions, truc du style, à rembourser à tous les Américains parce que là aussi, il n'y a que le droit américain qui a protégé les Américains. Donc nous, Européens, nos données ont été exploitées de 2008 à 2012. La RGPD est venue nous défendre après derrière. Mais on ne va pas être indemnisés, nous, Européens, pour cette période-là. Je soupçonne que les IA, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros, ils s'engraissent. Les moyens vont tomber parce qu'ils n'auront pas les reins pour gérer le procès qu'ils vont se taper dans 12 ans. Mais il va y avoir un moment où, comme chaque abus technologique, il va y avoir un éveil collectif. Le collectif va se rendre compte qu'ils peuvent se gaver. Les avocats aussi vont être là. Attends, il y a un bon procès à faire là. Et l'organisation juridique se fera de façon à ce qu'on puisse faire des procès suffisamment conséquents sur les sociétés. Et ceux qui auront été poncés se feront une indemnité de 5 000 €. Ceux qui se sont fait poncer beaucoup auront une indemnité de 30 000 35 000 €. Ce sera dérisoire, mais le marché sera régulé par cette façon. On les entend tous les jours, mais on ne les écoute que rarement. Les voix off sont devenues les travailleuses et les travailleurs invisibles du monde sonore, méconnus et mal protégés. Et pourtant, sans elles, nos mondes sonores seraient silencieux. Peut-on encore réparer cette injustice ou est-il simplement déjà trop tard? Bah voilà, moi, mon espoir pour le futur, c'est qu'on travaille plus main dans la main et qu'il y ait moins cette scission entre les comédiens intermittents et les comédiens home studio. Je pense que c'est trop clivant. Et globalement, on n'est pas collectivement assez mature pour gérer ces sujets sereinement. On est un peu trop émotionnellement engagé dedans. Donc quand on te donne une vitrine, entre guillemets, ou un espace, tu peux déverser des choses. Mais quand on est sur non, j'ai raison ou j'ai pas raison, c'est difficile de s'exprimer tranquillement sur le truc parce que... Certes, il faudrait qu'il y ait un syndicat qui se monte pour les comédiens home studio, que ce soit plus encadré. Ça c'est indéniable. Je sais pas si ça verra le jour prochainement ou pas, mais en tout cas, c'est mon souhait. Ça va être très intéressant de voir les réactions, les commentaires, et ça va forcément générer de la discorde. Et moi-même, je sais que je me trompe sur des choses aujourd'hui avec lesquelles je ne vais pas être d'accord avec mon moi du passé. Mais c'est pas grave, je suis en train de décortiquer le truc comme vous, comme tout le monde. Et qu'on travaille plus main dans la main et qu'on arrête de se tirer dans les pattes parce que on a tous la même ambition, surtout à l'aube de l'IA, il faut qu'on marche tous dans la même direction. Et par exemple, le mouvement Touche pas ma VF qui a lieu actuellement, eh bien, il est, j'ai l'impression, peu suivi par les comédiens home studio, pas parce qu'on le soutient pas, mais plus parce qu'on a été mis à l'écart de tout ça. Ceux qui ont des cercles de discussion, ouvrez les cercles de discussion. Et ça passe pas juste par une invitation ouverte. Mais si, on les a invités. Non, ça suffit pas. Montrez que vous voulez vraiment, allez les chercher, faites comme n'importe quel entrepreneur, toquez à la porte et dites on vous veut vraiment. Ne laissez pas juste le petit effort. Je sais que c'est chiant, mais quand t'as X années de non-dialogue, c'est pas facile de renouer le dialogue. Et aujourd'hui, ceux qui ont l'autorité, c'est pas les freelances. Ceux qui ont l'autorité, c'est ceux qui sont déjà organisés. Ceux qui sont déjà organisés, s'il vous plaît, appelez ceux qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont derrière la porte. Il y en a d'autres, il faut aller les chercher. Et les meilleurs, il faut aller les chercher parce qu'en fait, ils ne vous ont pas attendu. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin. Salut, moi c'est Marie Grandjean. Alors, si tu veux comprendre mon quotidien, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube Frame & Game Investigation. Pardon. C'est marrant de se présenter à quelqu'un qu'on connaît déjà. Voilà. Et avec le micro, ce sera encore mieux. Frame & Game Investigation. Sinon, on fait LGI ou LG Investigation.
Non, Frame Game, investigation. Je vais bientôt être dans Frame and Games Investigation. Vous retrouvez tout ça sur la chaîne YouTube. YouTube, c'est ça. YouTube. Tu fais du Twitch aussi? YouTube. Je vais recommencer si tu veux. Frame Game, investigation. Ah putain. Bah, je sais pas. Parce que c'est quoi ton sujet?